moi j'ai une explication concernant la question de la présence féminine par rapport à l'astrologie. C'est enfin, je veux dire, apparemment, les hommes semblent pouvoir plus se passer d'astrologie que les femmes. C'est-à-dire qu'ils pensent plus se passer de ce que j'appellerais un Je pense pas qu'ils peuvent s'en passer plus, mais en revanche, je pense qu'ils doivent se dire que c'est des histoires de bonnes femmes. Oui. Mais ils sont moins fascinés par l'outil astrologique. C'est-à-dire le fait de disposer d'une grille qui permet de décoder le monde, de décoder... Je pense que si l'image de l'astrologie passait mieux, ils seraient peut-être plus intéressés. Et ça passera très bien. En tout cas, c'est un signe de déclin de l'astrologie ou de marginalisation de l'astrologie, cette féminisation à outrance. Le fait qu'il y ait une féminisation, c'est une question, je te dis, est-ce que tu ressens ça comme un... Parce que tu me dis, si l'astrologie était mieux, ceci, il y aurait plus d'hommes, donc ça veut donc dire que... Mais attends, tous les métiers se sont féminisés. Oui, c'est vrai. Tous les métiers se sont féminisés, et en particulier les métiers qui sont à consonance humaine. Mais le métier d'astrologue en tant que métier, il y a quand même encore pas mal d'hommes. C'est plutôt au niveau de ceux qui qui veulent se plonger, qui veulent s'immerger. Ça a été pendant très longtemps un bastion masculin. Oui. C'était presque rappelle-toi l'époque du baron, etc. Enfin, moi, par exemple, je organise un colloque la semaine prochaine, il y a 90% d'hommes, par exemple. On peut dire que c'est pas encore complètement... c'est pas spécial. Au niveau des chercheurs, au niveau des gens qui ont des choses à dire sur l'astrologie, c'est pas spécialement devenu un bastion féminin. Par contre, aux ceux qui veulent, parce qu'il y a un colloque, ce qui est assez paradoxal, c'est le genre. Parce que maintenant, ce sont des colloques, mais en réalité, ce sont pas vraiment ce sont des faux colloques. Parce que je veux dire, c'est-à-dire que ce sont pas. Avant, il y avait des vrais colloques. Maintenant, on est passé à des faux colloques. C'est-à-dire avec des personnes qui veulent surtout apprendre quelque chose, qui veulent se former, mais qui ne sont pas vraiment là pour qu'on discute des bases de l'astrologie ou de ce qu'est l'astrologie ou ce qu'elle n'est pas, etc. Donc il y a eu aussi un changement dans le genre même de la manifestation. Et quand on revient à des vrais colloques, quand on reprécise la notion de colloque, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les hommes redeviennent majoritaires. Ça dépend. C'est possible que dès que tu orientes un colloque vers des trucs extrêmement scientifiques ou techniques, les hommes se sentent plus en sécurité et viennent davantage. Mais quand on discute de ce que pourrait être l'astrologie, non pas de ce qu'elle est, dès qu'on n'est pas en train simplement de prendre en compte ce qu'elle est devenue et ce qu'elle dit, mais qu'on essaie de réfléchir. C'est l'éternel truc Racine par les hommes tels qu'ils sont et Corneille tel qu'ils devraient être. Oui. Est-ce qu'on s'interroge sur ce qu'une chose devrait être, sur ce qu'une chose est, ou sur ce qu'elle devrait être? Eh bien, je préfère m'interroger sur ce que c'est. Voilà. Je crois qu'effectivement... Peut-être que c'est un raisonnement pragmatique ou féminin. Voilà. Je pense que les hommes, ils ont besoin de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec, comment peut-on changer les choses, les faire avancer, les transformer, comment l'outil peut-il être amélioré. Dès qu'il s'agit simplement de prendre acte de quelque chose qui est là, ça les intéresse pas parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir leur place, en quelque sorte. Tu peux prendre acte en voulant faire évoluer les choses, mais bon, attends, de toute façon, faut que j'aille. D'accord, mais je te remercie. Non, mais oui. Ça, dans ma chambre que je prépare. Ben oui, d'accord. Merci de cet entretien. Je t'en prie. Qui a dit qu'il faut poser des limites, des interdits aux enfants. Et quelquefois, il est impossible de leur expliquer et il y a urgence, il faut leur dire. Mais elle ne disait pas que c'était une femme qui devait dire ça. Elle ne disait pas que c'était un homme qui Non, mais c'était elle qui le disait. Il se trouve que c'était elle qui le disait. Non, c'est là que vous faites un amalgame. Oui. Mais moi, pour moi, dans mon système, c'est pas un amalgame, parce que justement, il se trouve que ça correspond à une rhétorique particulière féminine. Donc, et d'ailleurs, souvent, vous avez remarqué, par exemple, la notion, il y a toute une rhétorique du genre j'ai envie. Alors, j'ai pas envie, j'ai envie, point final.
l'autre. Il y a même une expression tout à l'heure, il y a une autre intervenante qui a parlé de, voilà, on dit quelque chose et puis c'est sans appel, c'est sans réplique. Ah oui, elle disait d'un monsieur qui lui avait dit, quand il disait non, c'était non. Qui a une autorité, voilà. Non, c'est non. Voilà. Point. Donc voilà, donc il y a un fantasme comme ça de la parole qui se suffit à elle-même. L'ordre se suffit. Le non, c'est le non. Le oui, c'est le oui. Le je veux, c'est le je veux. Et il n'y a pas besoin de discuter indéfiniment là-dessus, voyez-vous. On est perdu si on discute avec un enfant, parce que l'enfant, il est beaucoup plus fort que nous là-dedans, beaucoup plus fort. Oui, mais alors que vous disiez vous-même, peut-être que dans un couple où il y a le père et la mère, il faut peut-être parce qu'il faut pas oublier, n'empêche que c'est pas très formateur intellectuellement. Hein. Quand l'enfant ne peut même pas discuter, il développe pas son intelligence. Non, mais on peut pas généraliser. Il y a des moments où on ne peut pas discuter avec l'enfant. Il y a des moments où on peut lui expliquer. Donc c'est... Oui, mais il y a des personnes qui sont plus douées pour s'expliquer que d'autres. Oui. Il y a des personnes qui savent écouter, qui savent voir ce que dit l'autre, savent remettre en question le discours de l'autre, et puis l'amener éventuellement à telle et telle conclusion, et puis d'autres qui, souvent, se contentent d'une expression, je l'appelle l'expression lapidaire. Inversement, lorsque, par exemple, il y a des hommes qui ont été dans un truc absolument extraordinaire, on leur dit, mais qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu es allé, et puis ils n'ont pas envie de raconter. Alors qu'ils pourraient raconter, ou alors ils n'ont pas envie de raconter des choses vraiment qui les touchent. Il faut comprendre cette complémentarité, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nourrissant. Quand la femme parle de quelque chose qu'elle a vécu, qu'elle a ressenti, c'est souvent très nourrissant, c'est très fort. Quand elle parle de faire des choses, c'est souvent très limité, et donc ça n'a pas en tant que tel, c'est peut-être actif, mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose, c'est pas très nourrissant pour l'intellect. Inversement, l'homme, parfois, quand il raconte des choses sur lui-même, c'est pas forcément passionnant ni très intéressant. En revanche, quand il commence à s'engager dans une discussion sur ce qu'on va faire ou pas, ça peut être intéressant, ça peut être fructueux, voyez-vous. Il y a quand même, il faut accepter, je pense que vous l'acceptez vous-même, il y a quand même une complémentarité. Mais évidemment qu'il faut. Et moi, je l'ai formulé comme ça récemment. Je me suis aperçu que c'était en rapport avec le passé et le présent. C'est pas question que les gens parlent plus ou moins, c'est qu'ils parlent pas de la même chose. Ok. Et donc, j'ai quand même été un petit peu, oui, c'est vrai, j'étais un peu frappé parce que regardez, nous sommes dans une démocratie. Ben, dans une démocratie, on s'explique. Hein, je veux dire, comment ? En tout cas, si vous savez, il y a des gens qui refusent la démocratie. Enfin, moi, je suis pas spécialement pour la démocratie. Enfin, du moins dans un sens caricatural. Mais il y a des pays où on dit, mais c'est pas la peine de discuter avec les gens. De toute façon, ils comprennent rien, etc. C'est-à-dire, il y a aussi tout un discours comme ça, du genre, c'est pas la peine. Mais c'est vrai que ça peut être fatigant. Mais c'est vrai aussi que quand on cherche, quand on est dans un rôle de composition, je sais pas moi, par exemple, je sais pas si vous avez élevé vos enfants avec votre mari, ou si votre mari était présent ou pas. Si vous avez été obligé de faire des choses en tout cas, les enfants qui n'ont pas en face d'eux un parent qui leur explique et non seulement qui leur explique, mais qui discute avec eux pour savoir, en sachant éventuellement, il est quand même capable d'argumenter. S'il est un parent qui est capable d'argumenter avec eux, ben, quelque part, c'est des enfants qui ne développent pas trop eux-mêmes, ils apprennent pas à argumenter puisqu'on leur demande pas d'argumenter. Ils n'apprennent pas à défendre leur point de vue, puisque de toute façon, la mère elle-même, elle ne cherche pas à défendre son point de vue, comme elle dit voilà, c'est comme ça. Donc elle n'arrive même pas à apporter les arguments qui vont étayer son point de vue. Elle ne prend même pas la peine de le faire. Posez la question à Christine Surpierre. C'est sûr qu'il y a un rôle différent. Le rôle de la mère n'est pas forcément le rôle du père, mais il faut qu'il y ait une connivence entre les deux pour occuper une place où aucun des deux n'exclut l'autre. Et le plus grave aujourd'hui, c'est que, ça a dû toujours exister, mais que souvent un des parents, sans le vouloir et sans en être conscient, exclut l'autre. Et ça, c'est douloureux pour l'enfant. Et c'est déjà une grande blessure. Moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que dans cette tâche justement d'apprendre à l'enfant aussi à s'exprimer, oui, et à argumenter, oui, et à écouter l'autre, et ce développement de l'écoute de l'autre et de l'expression de soi-même par rapport à l'autre, est-ce que c'est un entraînement nécessaire pour l'intelligence? C'est un entraînement dans la famille, c'est-à-dire que très tôt, Françoise Dolto, puisque c'est à elle que je me référais, préconisait de parler à l'enfant, de lui expliquer des choses simplement.
même avant la propre parole de l'enfant, même dans la vie intra-utérine. Évidemment, à ce moment-là, on ne peut pas discuter avec voilà. lui. Mais de lui parler de choses ici maintenant. J'ai vécu des aberrations, des femmes qui me disaient j'ai vu Françoise Dolto et j'ai dit à mon bébé quand il était dans la vie intra-utérine, à mon fœtus, que le grand-père de la famille avait violé un enfant. Je lui dis mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? L'enfant, vous lui parlez dans l'ici maintenant, entre vous et lui. Donc vous voyez comment on pervertit déjà les relations avant que le bébé soit né. Donc c'est pas ça la parole juste. Par contre, ce que vous dites, vous me dites, mais est-ce que ce n'est pas trop dur en fait d'imposer quelque chose à l'enfant et de ne pas lui expliquer? Est-ce que c'est pas appauvrissant quelque part pour son intellect, pour son écoute parce que vous savez, c'est comme quand vous faites un exposé. Quand vous écoutez à la télévision quelque chose, vous savez que vous n'aurez pas à poser de questions, etc. Vous n'écoutez pas de la même manière. Il n'y a pas la même attention. C'est en situation de conflit. Quand l'enfant est en train d'entrer dans ses pulsions, et les pulsions les plus débordantes, le parent a à se positionner clairement, c'est-à-dire c'est non. C'est non, et quand on dit non, il y a deux raisons en fait souvent. Il y a des raisons internes et des raisons externes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant dans sa pulsion peut avoir envie de passer par la fenêtre, peut avoir envie de toucher l'électricité, etc. Toutes ces choses-là. Oui, mais ça, c'est des cas extrêmes, bien sûr. Mais par exemple, des joutes, il peut y avoir des joutes verbales, même en étant dans un état d'excitation, mais où quand même ça vaut la peine quand même d'échanger. Les interdits. Oui. Et poser les interdits nécessaires pour que l'enfant accède au stade supérieur de son développement psychoaffectif. Parce que s'il n'y a pas d'interdit posé à un stade, l'enfant y restera. L'enfant va rester là et vous oubliez que vous avez à le faire croître, à le pousser plus haut. Et l'enfant a besoin d'interdits. On est dans une société qui n'interdit plus. Non, mais par exemple, c'est la même chose. Regardez, dans une campagne électorale, il y a des moments donnés, il y a un temps pour la discussion. Et à un moment donné, c'est terminé. Il y a quelqu'un d'élu et c'est terminé. Voilà. Mais il y a quand même une phase préparatoire. Oui, mais avec l'enfant, c'est la même chose. Il y a des grands moments d'échange, de paroles, de circulation libidinale, je dirais. Mais il y a des moments où il faut que le parent montre qu'il est le parent. Oui. Et que c'est lui qui tranche et qui décide. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enfant qui décide, parfois, dans les familles. Et ça, c'est grave, c'est dangereux. Surtout dans les familles séparées, parce que souvent, ils ont des rôles exorbitants. Et l'enfant est perdu. L'enfant est perdu, il ne peut pas se construire. Ce qui va construire l'enfant, c'est une loi qui le protège contre ses pulsions, contre son impossibilité d'intégrer justement la loi quand il n'y a plus de père, quand il n'y a pas le père, ou quand il y a un des parents manquant, puisque ce que j'ai tenté d'exprimer, c'était que le couple est important. Et que le couple, même s'il n'est plus ensemble, il doit continuer au moins à exister de façon symbolique dans la tête de l'enfant et dans le cœur de l'enfant et dans le discours de la mère et du père. Oui, mais malheureusement, moi il me semble que souvent cette conception du couple est un peu abstraite, c'est-à-dire que c'est genre, on a l'impression que c'est deux personnes qui sont là, mais on ne définit pas clairement leurs fonctions respectives. C'est plutôt deux personnes, voilà, deux personnes. Bon, bah, c'est deux personnes. Il faut que. C'est vrai qu'un père peut être parfaitement maternant et maternel, et une mère peut être tout à fait apte à poser des lois. Mais ce qui est important, c'est que le désir de la mère soit dirigé vers le père, et que l'enfant le sente et le sache. Alors, le désir, ça peut être très variable, puisqu'il y a beaucoup de couples séparés maintenant. Hein, mais qu'il y a eu un moment d'amour entre eux et suffisamment fort pour que l'enfant existe, il doit le savoir. Sinon, c'est ce qu'on appelle des alliances tordues, où l'enfant se vit le produit tordu d'une rencontre tordue. Si la mère rejette le père et critique le père devant l'enfant, si le père fait la même chose, l'enfant se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Ah, justement, à ce propos, tout à l'heure, vous parliez de cette femme qui parlait à son enfant d'un viol, etc. Oui. Moi, je pense qu'il y a paradoxalement, autant quand il s'agit de dire aux enfants clairement ce qu'il en est, souvent c'est assez bref. Par contre, souvent les femmes éprouvent le besoin de raconter des choses, d'informer. Et souvent elles disent des choses qu'elles n'ont pas forcément à raconter. Plus tard, et quand on leur posera la question, et plus tard, si ça semble nécessaire pour le développement toujours psychoaffectif de la personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la quantité de propos. C'est-à-dire que pour certaines choses, la femme parle plus, pour d'autres choses, elle parle moins, et inversement. Quand il s'agit de raconter
le passé, Oui, ce le qui s'est passé, produit. l'intime. L'intime, elles prennent beaucoup de temps. Oui, Et c'est elles vrai. vont au bout des choses. C'est vrai. Quand il s'agit par contre de faire passer certaines choses qui sont des ordres ou des choses à faire, souvent elles préfèrent une certaine brièveté. Chez les hommes, ce serait l'inverse. Les hommes auraient moins de plaisir ou moins de talent pour se raconter et pour dire ce qui leur est arrivé. Mais par contre, ils prendraient plus de temps pour expliquer, etc. Voilà. C'est un peu le rôle du père aussi. Hein. De mon point de vue, le père et la mère sont là pour ça, pour expliquer la vie aux enfants. Mais c'est vrai que on pourrait dire que la tâche du père, c'est la parole. Plus que la mère. Oui, C'est oui. la parole. C'est la Enfin, parole. non, parce qu'il y a plusieurs paroles, justement. C'est ça. Il y a une autre parole qui est parole il y a une- d'amour, d'affect, de lien, de tendresse, de mémoire, quelque chose de choses et puis il y a ouais. le père qui Voilà. remet ici maintenant, Ouais. qui remet dans le fonctionnement de l'enfant ici et qui doit aller vers le social. Donc c'est le Eh oui, c'est pour d'ailleurs savoir argumenter, c'est ça. se préparer au social, parce que dans la vie sociale, on peut pas se contenter de dire j'ai pas envie. On est obligé Mais je disais d'affirmer. poser des interdits tout à l'heure, surtout quand l'enfant déraille. C'est là. Ah oui, moi j'avais pas vu le Non, contexte, non, etc. C'est ça, autrement bien sûr qu'il faut parler. Et c'est justement pour ça qu'il y a aujourd'hui des enfants très en avance, parce qu'on leur parle beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Mais là où je vois Oui. moi, un dérapage, je le vois dans les magasins, je le vois partout, il y a des gamins qui se roulent par terre, qui font des caprices. Oui. Les mères ne font rien, ne disent rien. C'est là l'interdit, c'est-à-dire au moment où le gamin va Oui, rentrer mais dans- madame, Oui. on peut se demander si, d'une certaine manière, ces enfants qui se comportent de cette manière ne le font pas par frustration. Bien sûr. Parce que quelque part, justement, il y a un espace de discussion qui leur manque, et donc ils expriment cette espèce de manque par cette façon-là. Ça veut dire Donc à ce que- moment-là, en fin de ça compte, veut dire que il faut l'interdit- comme ça. S'ils étaient moins frustrés, ils se comporteraient moins comme ça. Mais bien sûr, mais ça veut dire que l'interdit qui ne se met pas, vous pensez bien qu'avant il y a eu d'autres manques chez l'enfant. Ça veut dire que s'il est en permanence frustré, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est toujours frustré que d'amour. Hein. Donc ça veut dire que entre la demande de l'enfant et la réponse qui lui est faite, il y a un décalage énorme que la mère n'a pas compris. C'est-à-dire c'est la mère qui n'est pas là, qui ne regarde pas son enfant, qui ne le comprend pas au juste niveau. Et c'est là où après ça fait toute une chaîne de... Vous avez un nom qui vient de la ville de Zurich, c'est ça? Oui. exactement. Zuricher, ça va Oui, être. oui, c'est ça. C'est ça. Moi aussi j'ai un nom allemand, Heilbronn, ça vient de la ville de Heilbronn, Oui, qui est en Rhénanie. Et vous faites un film pour eux, pour qui? Non, moi je suis de Paris, moi je m'occupe d'une association parisienne, j'organise. Vous êtes de Lyon, vous? Moi, je suis à Lyon, je travaille à Lyon. Non, moi je suis un spécial. Je couvre un peu tout ce qui se passe dans le milieu astrologique en fait. Ah, Je dirige le guide des astrologues, etc. Donc, et puis on a un site aussi internet important, et donc je trouve que c'est plus intéressant. Ces échanges sont parfois plus intéressants que les conférences elles-mêmes, effectivement. C'est justement parce qu'il y a, on va vite aussi. Donc, oui. moi, j'étais ce matin pressée. Hein. Alors, une dernière question qu'on a beaucoup discutée là, à midi. Oui. Je voudrais voir votre avis là-dessus. C'était pourquoi cette présence massive de l'élément féminin dans le public. Alors là, il y a presque, moi je disais, parmi les participants payants, il y a carrément pas un seul homme. Les hommes qui sont là, ce sont à deux ou trois exceptions, ce sont des intervenants ou des gens qui sont. L'astrologie ne paraît pas assez rationnelle pour la société d'aujourd'hui, de mon point de vue. Hein. Et puis elle fait peur, ça fait peur. Tout ce qui parle de l'individu et qui peut le dévoiler fait peur. Et je pense que les hommes, par rapport à ça, sont plus peureux que les femmes, par rapport à l'intime, par rapport à la confidence, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à parler de soi. Enfin, je ne suis pas sûre... Oui, mais vous connaissez d'autres milieux que les milieux astrologiques. Alors, le milieu astrologique n'est peut-être pas... Le milieu de la psychanalyse et de la psychothérapie, ça fait 30 ans que j'exerce. Oui. Moi, c'est mon second métier. Oui. Donc, je peux vous dire qu'il y a 30 ans ou même 20 ans, quand j'ai démarré, quand il y avait un homme dans un groupe de psychothérapie, on s'estimait, on était gâtés parce qu'on allait avoir enfin la différence. Oui. Et aujourd'hui, moi j'anime un groupe qui dure depuis 25 ans, pas avec les mêmes individus, mais aujourd'hui dans ce même groupe,
j'ai 70% d'hommes et 30% de femmes. Oui. C'est-à-dire que la souffrance, ils n'en peuvent plus les hommes. C'est pas des groupes d'astrologie, on est d'accord. Non, C'est ça. c'est des groupes de psychothérapie. Non, justement, c'est parce que non, mais justement, je pense que non, de comparer justement les deux populations. Ils commencent à souffrir et être perdus dans leur travail, dans ce qu'on attend d'eux, ils n'en peuvent plus, et je pense qu'ils cherchent à se remettre en question beaucoup plus qu'il y a. En tout cas, ils semblent pas vouloir. L'astrologie ne semble pas forcément être la voie qui les intéresse le plus. Hein. Non. Parce que je pense qu'ils y voient quelque chose d'irrationnel, ce qui n'est pas forcément juste, mais que les hommes ont beaucoup d'angoisse aujourd'hui. Et ouvrir la boîte noire est difficile et ils ne veulent pas s'accrocher à quelque chose qu'ils voient comme irrationnel. Oui, mais enfin, on pourrait dire exactement l'inverse, parce que sous les côtés irrationnels de l'astrologie, il y a quand même quelque chose d'hyper rationnel. Parce que le fait d'avoir un thème, d'avoir une grille, d'avoir tout un commentaire, etc. On peut se demander si c'est pas au contraire cette dimension, c'est pas ce côté hyper rationnel qui leur paraît suspect. Il y a certainement une image qui traîne là derrière des astrologues qui touchent un peu à l'ésotérisme. Non, moi j'aurais une explication qui serait vraiment liée à cela. C'est-à-dire, moi je travaille beaucoup sur le rapport entre l'oral et l'écrit. Oui. Entre parler et entendre. Oui. Ce sont des fonctions très différentes. Par exemple, c'est pas la même chose de lire un texte et d'écouter quelqu'un parler. Tout à fait. Le travail mental n'est pas le même. Vous pouvez avoir 500 façons de parler et une seule façon d'écrire. Tout à fait. Donc, oui. le cerveau ne fonctionne pas de la même façon face à un texte écrit parce qu'un texte entendu, il faut chaque fois se dire mais qu'est-ce qu'elle va dire et comment ça va être dit, etc. Donc, d'une certaine manière, il y a dans l'astrologie quelque chose qui est l'ordre de l'écriture. Oui, puisque le thème astral, c'est quelque chose, c'est une représentation écrite. Donc d'un côté, on a la vie réelle qui est orale, et puis là, on a quelque chose de l'ordre de l'écrit. C'est ça. Il y a un lien, il y a ce qui peut apparaître comme un lien d'emprise. C'est l'astrologue qui sait et qui vous dit les choses. Tandis que qui dit vous êtes ceci, vous êtes cela, vous voyez, je vois ça, etc. Tandis que dans un travail de psychanalyse ou de psychothérapie, c'est la personne qui va mettre sa parole sur elle-même. Oui. Hein, et l'autre ne sait pas pour elle. Oui. L'autre ne sait pas. Ça correspond davantage à une dynamique masculine, effectivement, de ce point de vue-là. Oui.